Bonjour et bienvenue dans cette capsule du circuit-officiel.be. Vous n'avez pas besoin de masque pour regarder cette vidéo, du moins si vous respectez la distanciation sociale, mais en principe par internet ça devrait fonctionner, pas de problème. Alors émission différente cette fois-ci, puisque eh bien on va le faire en toute convivialité, de manière informelle. C'est-à-dire que je n'ai pas de texte préparé, je suis en entière improvisation, donc on va faire comme s'il s'agissait d'une réunion à bâton rompu entre vous et moi, dans la même pièce, vous êtes dans votre canapé occupé de siroter votre apéro ou que sais-je, donc relax, max. Pas de problème, on va la faire cool, c'est la période des vacances. Alors pourquoi ici l'ombre? C'est parce que j'ai trouvé ça, ce qui me semblait le plus rapprochant du fameux, du célèbre ici Londres, de la fin de la guerre 40-45, où on était dans une période qui précédait donc le débarquement en Normandie, dans une période évidemment très chaotique où il s'agissait donc de nous libérer du joug de l'envahisseur par le débarquement. Vous connaissez l'histoire comme moi, mais c'était une époque où les communications, disons, se devaient souvent d'être cryptées à l'usage de la résistance, parce qu'effectivement, comment vais-je dire, il y a certaines choses qu'il fallait cacher ou qu'il fallait présenter d'une manière différente pour entraîner certaines conséquences. Et l'on se trouve un petit peu dans ce contexte aussi de propagande, où apparemment une certaine vérité, ou ce que l'on croit être une vérité, ou ce que l'on voudrait exprimer comme étant le reflet de l'opinion, ne peut pas être considéré comme une vérité. Donc en fait, il y a une contradiction par rapport à la déclaration des droits de l'homme. On a le droit d'avoir une opinion tant qu'elle reste dans notre cerveau, et ça, il n'y a aucun problème, puisque là, vous ne savez pas le capter. Mais à partir du moment où on l'exprime, là, ça devient plus ou moins public, surtout si c'est diffusé dans une chaîne à grande audience, et là, ça risque d'être problématique. Mais bon, est-ce que cette vérité doit correspondre à une espèce de police de la pensée unique? C'est là toute la question, et vous remarquez que je l'ai présentée sous la forme d'une question. J'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos que les questions ne peuvent pas être incriminées, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être, et justement je n'apporte pas de réponse. Donc c'est une question de prudence, simplement. Alors bon voilà, triste constat, par exemple Sylvain Dautre-Tas, 6 vidéos supprimées. Jean-Jacques Crèvecoeur, toute la chaîne supprimée. Le circuit-officiel.be, jusqu'à présent, une seule vidéo supprimée, peut-être 2, on verra bien. Même Tana TV, par exemple, une vidéo supprimée, la première de son existence. Et pourquoi? Apparemment parce que ça ne suivait pas, ça ne respectait pas le règlement de la communauté. Bien. Et que présentait donc cette chaîne en l'occurrence? Eh bien, c'était un reportage de 5 minutes environ qui présentait un collectif de médecins américains qui avait apparemment le tort de présenter un certain principe actif comme donnant de bons résultats dans le traitement du Covid. J'ai dit donner de bons résultats. Je n'ai pas dit que ces résultats étaient garantis. Je n'ai pas dit qu'ils soignaient à 100% le Covid. Depuis le départ, ce principe actif est reconnu, d'après ce que disent certains médecins, comme étant prometteur. Quelque chose qui est prometteur, ça ne veut pas dire quelque chose qui est idéal. Or, si l'on regarde le règlement donc, de la communauté en question, il serait interdit de prétendre qu'il existe un médicament qui garantisse la guérison par rapport au Covid. Il est clair qu'on n'en a pas. On n'en a pas qui soit donc efficace à 100%. Par contre, celui qui n'est que prometteur, mais apparemment très prometteur, a été considéré comme devant être mis hors circuit, alors qu'il est connu de longue date et très bon marché, mais il en existe d'autres qui, eux, sont très chers et qui sont décevants. Allez comprendre. Hein.
Alors, dans le cadre de ce reportage, il y avait d'autres propos qui étaient tenus donc par des débunkers, des sceptiques, des anticomplotistes, etc., qui supposaient que les médecins en question n'étaient pas de vrais médecins. Ça, c'est généralement un argument très répandu, c'est de mettre en doute les compétences réelles. Or, dans le reportage, chaque médecin donne son nom je veux dire, l'autorité de laquelle elle correspond. Il devient normalement facile de pouvoir vérifier sur base du nom s'il s'agit bien d'un médecin dans l'exercice de ses fonctions, je veux dire, donc qui présente bien les compétences qu'il affiche. Mais un autre problème se présentait donc au niveau des croyances personnelles de l'un de ces prétendus médecins, donc lequel était vraiment favorable à l'existence des reptiliens. Alors là, évidemment, ça c'est le grand sacrilège quand on dit des choses pareilles, ça décrédibilise tout de suite la personne. Mais on ne prend pas en compte une chose, c'est que si le principe de la pensée unique s'oppose à l'existence des reptiliens, c'est qu'elle est supposée savoir qu'ils n'existent pas. Il faudrait pouvoir le démontrer à ce moment-là. Or, un principe bien connu veut qu'il soit absolument impossible de démontrer l'inexistence de quoi que ce soit, sauf peut-être en mathématiques. Et donc là, il y a un problème. Maintenant, c'est vrai que si, par exemple, j'avais affaire à un médecin que je ne connais pas et qu'on me présente et qu'on me dit, tu sais, ce médecin-là, il croit aux reptiliens, il croit aux extraterrestres, il croit aux martiens. Enfin bon, c'est vrai que c'est peut-être pas très engageant. Mais j'aurais quand même envie de dire, bah, écoute, moi, du moment qu'il me soigne, du moment qu'il me guérit, ce qu'il croit dans son fort intérieur, ça m'importe peu. Et donc, j'en ferai l'expérience, je verrai bien, et voilà, bon, j'ai connu d'autres médecins dans l'exercice de leur fonction, médecins sûrs et certains, euh, sauf qu'ils étaient provisoirement assistants médecins et qui n'étaient pas fichus de faire une prise de sang. Hein, il s'y est pris à 8 reprises, il a mis du sang un peu partout, et puis pour finir, il a abandonné en disant écoutez, il faudrait que vous vous adressiez au médecin-chef, hein, donc celui dont je dépends, parce que moi, j'y arrive pas. Ah, voilà. Pourtant, ça, c'était un véritable médecin sans l'ombre d'une discussion. Et il n'était pas du tout question ni d'extraterrestres, ni de Covid, ni quoi que ce soit. Enfin bon, voilà, soit c'était une petite parenthèse. Mais les médias ont parfois aussi une façon de présenter les choses qui peut parfois étonner, surtout des gens comme nous qui, par exemple, au Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, là où nous étudions justement tout ce qui est relatif au surnaturel, au paranormal, à l'ufologie, tout ce qui est étrange, tout ce qui est par définition inexpliqué, eh bien nous savons pertinemment bien que on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. D'ailleurs, le CERPI s'enorgueillit de faire, depuis maintenant plus de 40 ans, des investigations sérieuses basées sur le rationnel, et au cours desquelles, donc, dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, on a vu que la plupart de ces manifestations relevaient de l'illusion, de la confusion, de l'erreur, du faux témoignage, de la mystification, etc. Ce qui n'empêche que dans les 97% environ de cas à exclure, eh bien, il reste forcément 3% de cas résistants. Sauf que si on présente ce genre de choses à un journaliste, il va avoir tendance à avoir le sourire au coin des lèvres et à dire voilà, bon, mais ça provient d'une bande d'illuminés, de Ghostbusters en herbe, des gens un peu farfelus, quoi, qui disent ou qui ont tendance à dire n'importe quoi parce qu'ils n'étudient pas le sujet en profondeur. Eh bien, j'ai trouvé, et ça date seulement d'il y a quelques jours, le témoignage donc d'un neurologue, donc un médecin, un spécialiste, qui a connu la maladie, qui en a été victime, qui en a donc été atteint, et ça a été très loin, puisqu'il a été placé dans le coma. Et son témoignage est quand même assez spécial. Alors bon, je ne peux pas vous présenter les images parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit supprimée à cause des droits d'auteur, par exemple. Donc j'espère qu'en vous faisant écouter qu'une partie de la bande sont en guise d'illustration de mes propos, ce qui théoriquement vis-à-vis de la loi sur les droits d'auteur devrait être accepté, ben, vous allez voir ce qu'il en est. Donc c'est juste un petit passage dans le reportage. Mais je vous ai donc déjà situé plus ou moins le contexte. On y va, j'espère que ça va aller pour le son. 17 avril dernier, Antoine Sassine sort de 4 semaines aux soins intensifs avec le sentiment
d'être un miraculé. Vous vous êtes senti mort? Tout à fait. À un moment donné, je côtoyais mon père, des gens qui sont décédés depuis des années et des années, et puis on voyait les choses, donc je voyais que des morts. À 58 ans, toujours en vie, cet urologue constate amer la reprise de l'épidémie. Les gens n'ont encore rien compris. C'est une maladie grave. C'est un virus qui tue. C'est pas une bête grippe. Ce n'est pas une bête pneumonie. C'est vraiment un virus qui tue les gens. Aujourd'hui, il vit avec la peur en tant que médecin. Il vit avec la peur et il n'est pas le seul, surtout quand on entend ce genre de témoignages. Mais c'est vrai que c'est donc un spécialiste, c'est un médecin, un urologue qui dit que c'est une maladie grave, c'est un virus qui tue, donc c'est mortel, donc c'est forcément dangereux, etc., etc. Et ça participe à la psychose. Sauf que si on gratte un tout petit peu le sujet, ben, il est facile de comprendre que parce que ça provient d'un médecin et que lui dit qu'il a été en contact avec des morts, qu'il a parlé avec telle ou telle personne qui était décédée, mais est-ce qu'on se rend compte que si nous, au CERPI, on avait tenu ce genre de propos, on nous aurait traité de... Oh, hein, mais lui, parce que c'est un médecin, il peut le dire. Et là, dans ce cas-là, c'est pas censuré. Voilà, ça passe comme ça. Bon, bizarre. Alors, moi j'ai relevé, mais ça c'est simplement de la coïncidence, ou bien quelque chose d'assez providentiel. Et je m'empresse de le dire, ça ne va absolument pas à l'encontre des compétences de ce monsieur qui n'est nullement attaqué. Pas question d'attaquer ce monsieur sur ses compétences, ni même sur son témoignage. Par contre, voilà, donc il s'appelle Sassine. Et au départ, ma mémoire me faisant faux bon, j'avais cru que c'était un certain Benoît. En fait, il s'agit en réalité d'un Antoine. Bon, peu importe. Mais je m'étais dit dans un premier temps, tiens, Benoît Sassine. Quand les gens entendent ça, ça peut passer inaperçu. Mais quand on fait la liaison, phonétiquement, c'est pas de sa faute, hein, ce monsieur, c'est son nom, c'est comme ça, de père en fils, probablement, comme tout le monde d'ailleurs, mais Benoît Sassine, assassine. Ça tombe dans l'oreille des gens, même si ça ne fait pas tilt dans le cerveau, hein, voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est pas un Benoît, c'est un Antoine. Alors là, au point de vue de la phonétique, ça va beaucoup moins bien. Par contre, si vous le mettez sous la forme d'initiale, comme par exemple pour le professeur Christian Perron, ben ce serait C. Perron, ben là ce serait A. Sassine. Il est maintenant très clair dans cette histoire de pandémie mondiale que le rôle des médias soit prépondérant, mais on ne sait pas très bien, finalement, on ne sait plus très bien si leur rôle consiste à enfoncer le clou par rapport donc à la gravité de la situation, afin d'induire chez les gens un principe de précaution qui lui soit salutaire, ou bien s'il s'agit de catastropher, de sensationnaliser l'information de telle manière à amplifier le mouvement pour aller dans un certain sens. Ça, on va me dire, bon, ce sont des propos de théoriciens du complot. Mais je vais faire référence à ce qui a été publié dans RTL Info il y a de cela quelques jours, au moment donc où le Conseil national de sécurité en Belgique imposait de nouvelles mesures restrictives et assez liberticides, dont le port du masque obligatoire, parfois même en rue, hein, ce qui paraît un peu aberrant. Enfin, ça dépend des situations, il faut voir la distanciation sociale, etc. En fait, toujours est-il que dans le cas présent, on essayait manifestement donc d'éveiller l'attention de la population par sa sensibilisation. Et quoi de plus fort, à part le nombre de décès, pour justement sensibiliser les gens à cette problématique? Quoi de plus probant, de plus fort que le décès
d'un enfant en bas âge. Et ici, il s'agissait donc d'une fillette de 3 ans. Ça, évidemment, c'est la tragédie, c'est ce qui a peut-être de plus terrible pour des parents, c'est la mort d'un enfant. On se met à leur place, on agit avec empathie, on se dit, mon Dieu, c'est vrai, c'est terrible, et c'est véritablement terrible. Ça, je n'en disconviens absolument pas. Mais donc, le reportage était préparé, était présenté de telle manière donc justement à éveiller les consciences de la population. Parce que cette fillette de 3 ans, donc, était présentée comme décédée du Covid. Alors, ici aussi, je vais vous présenter donc simplement un enregistrement audio, pour les mêmes raisons que précédemment, et vous allez voir que donc en fait, cet enfant n'est pas mort véritablement exclusivement du Covid, mais d'une maladie grave, affectant donc les voies respiratoires. On peut donc dire que cette personne est décédée avec le Covid, mais pas du Covid. Bon, alors je vais essayer de vous présenter ça en 2 temps. D'abord la présentation, je veux dire, initiale, et en coupant le morceau pour ne pas reprendre la totalité du reportage, sinon on ne peut plus s'en servir en guise simplement d'illustration par le biais d'un extrait. Bon, voilà, on y va, j'espère toujours que ça ira avec le son. Donc, vous savez quoi, il n'y a pas d'image pour les droits d'auteur. Hein. Je dois malheureusement vous faire part d'une triste nouvelle aujourd'hui. Il y a quelques jours, un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. Cette nouvelle nous touche tous profondément, que ce soit en tant que scientifique ou en tant que parent. Je profite de ce moment pour exprimer mes plus sincères condoléances à la famille. Malheureusement, d'autres décès sont à dénombrer. En moyenne, 3 personnes décèdent chaque jour. Voilà, bon, donc on va en rester là pour cette première partie du reportage, et on va en venir donc à une autre partie. Enfin, voilà, on y va. Alors donc dans un deuxième reportage, on a le présentateur qui rappelle donc le décès de la fillette à cause du Covid. On reprend donc l'avis de ce porte-parole qui donc éveille les consciences, et puis après on a un rectificatif de la part d'un représentant de la task force. Je vous passe simplement cet extrait en guise d'illustration donc. En espérant que cette triste nouvelle nous serve de prise de conscience. C'est ce que je disais. Hein. La jeune victime était fragile. Elle souffrait, selon nos informations, d'insuffisance respiratoire et de plusieurs maladies sous-jacentes. C'est donc un cas exceptionnel de comorbidité qui l'a prédisposé à une évolution grave, voire fatale. On peut probablement, dans ces cas-là, dire que cet enfant est décédé avec le Covid et pas du Covid, puisque dans toutes les situations en Belgique, en tout cas, où les patients étaient des enfants et sont décédés, il y avait une association connue et préexistante avec une autre maladie grave. Voilà, là je suis donc obligé d'arrêter le reportage pour qu'il ne serve que d'illustration et qu'on ne puisse pas incriminer cette vidéo au niveau des droits d'auteur. Et disons quand même aussi, pour être tout à fait droit dans nos bottes, pour être parfaitement honnête, que dans le cas présent, la chaîne de télévision a eu le courage, a eu l'honnêteté de rectifier l'information, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais ici, bon, donc, heureusement, ça a été corrigé. Est-ce que tout le monde a entendu cette partie du reportage? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Ce qui est très parlant également au point de vue médiatique, ce qui frappe donc l'attention des gens, ce sont aussi des chiffres, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais tout dépend évidemment de leur interprétation et de l'importance qu'on leur donne, de même qu'une carte géographique avec des couleurs. Alors, on va se baser sur le document que voici. Et vous allez voir comme moi que donc il s'agit d'une carte de Belgique avec différentes couleurs, le pays est complètement morcelé. Il faut savoir, quand on voit la carte comme ça, une première impression c'est de se dire ce qui est en couleur, la couleur dominante représenterait le nombre de cas, et ça à ce moment-là on en voit un peu partout effectivement. Sauf que quand on regarde la légende, on voit que ce qui est en orangé, c'est correspondant à aucun cas rapporté. Bon, donc là on pourrait considérer dans le premier cas
que c'est pratiquement la moitié de la Belgique, au moins une petite moitié de la Belgique, qui serait concernée, et donc dans laquelle il n'y aurait aucun cas rapporté. Par contre, on a toute cette partie verdâtre, donc qui oscille entre le vert vraiment très clair, presque le blanc, et le vert plus foncé. Si l'on consulte la légende, on voit que l'on va de 0 à 20 avec une incidence de cas pour 10 000. Donc, dans le cas le plus grave avec le vert foncé, ça représenterait 20 cas sur 10 000. Et ce qui concerne la partie verdâtre proche du blanc, ben là on se dirige vers le 0. Ben, on remarque quand même que dans ce morcellement, il y a pas mal de zones qui sont en vert très clair et qui correspondent à quelque chose qui est aussi autour des 0. Il faudra quand même qu'on m'explique un petit peu la différence qui existe entre aucun cas rapporté et 0. Hein, bon. Et puis après, vous avez des zones, évidemment, d'un vert plus prononcé, voire, dans certains cas, mais très isolés, un vert très foncé. Mais en fait, on se rend compte que, à ces petites exceptions près, là, il y a pratiquement plus rien, quoi, grosso modo. On peut interpréter ça comme ça, d'après ce qu'on nous montre. Ce sont deux interprétations possibles. Et la source, eh bien, c'est le réseau des laboratoires cliniques et plateformes nationales, donc Sciensano. C'est en partie là-dessus donc, que se base notre gouvernement pour imposer les mesures liberticides que l'on connaît. Alors évidemment, pour être honnête, il faut aussi se baser sur un autre document plus récent, dans lequel on voit que le morcellement en orangé s'est fait un petit peu plus clairsemé. Il faut dire les choses comme elles sont, il faut être honnête, hein, et où l'on remarque certaines zones où le vert est beaucoup plus accentué. Ça représente encore quand même toujours une petite partie seulement de la Belgique, mais elle se situe du côté d'Anvers, où effectivement, on note, d'après ce que nous disent les médias, une forte recrudescence de la pandémie. Ça correspond à ce qui est marqué sur la carte, sauf qu'on voit toujours que ça fait une toute petite partie de la Belgique. Mais il faut également relativiser, puisque ça se trouve du côté d'Anvers, qui est une métropole importante, avec une forte densité de population, dans un petit pays, mais qui lui-même présente une forte densité de population. Donc ça, il faut aussi le tenir en compte dans le calcul. Et notamment, donc, au point de vue des chiffres, ou si l'on s'en réfère à un document très récent, on voyait qu'il y avait donc 448 nouveaux cas donc de Covid-19 en Belgique, répertorié donc sur la dernière semaine prise en considération, et que cela représentait, comme je vous en parlais précédemment dans la dernière vidéo, sur les chiffres et leur interprétation, une augmentation de 104%. Alors bon, comment est-ce qu'on peut remettre ça au clair pour savoir ce que ça représente en réalité? Eh bien donc 104%, il faut donc reprendre le chiffre initial duquel on retire 1% et où on y ajoute 4. Donc théoriquement, on aboutit à 16 nouveaux cas, si je ne fais pas d'erreur. Mais entre 16 et 448, il y a quand même une différence. Et 104%, c'est parlant, parce que ça fait beaucoup, mais en réalité, donc, théoriquement, sauf erreur, ça fait 16 nouveaux cas. D'autre part, est-ce que l'on parle de cas, c'est-à-dire de personnes qui ont été dépistées positives au coronavirus, ou bien est-ce que l'on parle de personnes qui sont malades, qui sont en soins intensifs, qui sont éventuellement décédées ou sur le point de l'être? Au niveau des décès, on l'a entendu tout précédemment, ça n'a pas changé, ça n'a pas vraiment changé, ou alors l'augmentation est vraiment faible, puisqu'elle a toujours oscillé ces derniers temps entre les 2 et 3. C'est un chiffre qui est quand même relativement stable par rapport à cette courbe de Gauss qui s'élève. Mais donc on peut se poser la question. Encore une fois, les questions ne sont pas incriminées, ce sont seulement les réponses. Est-ce que, donc, ce serait parce que on fait de plus en plus de dépistage que proportionnellement, logiquement, mathématiquement, on obtient plus de cas positifs? Mais parmi ces cas positifs, que faut-il dire à propos des cas qui sont asymptomatiques, des personnes qui ne développent pas la maladie? Mais on pourra aussi dire, voilà, que ces personnes asymptomatiques qui ne sont pas malades peuvent aussi transmettre la maladie. Donc, encore une autre façon d'interpréter les choses. Et ici, on va se baser sur un nouveau document, tout récent, qui revoit effectivement la question d'une autre manière, et c'est intéressant.
Je vais vous le lire parce que je ne peux pas vous le présenter. Mais vous allez voir que ça amène un regard nouveau, un petit peu comme si les autorités donc comprenaient qu'il y a peut-être moyen d'interpréter les choses de manière différente. Est-ce qu'on se rapproche, je pose une question, de certaines données en provenance des États-Unis et du Canada, où donc les chiffres auraient été remis en question et où on aurait une forte diminution du nombre de cas des personnes intéressées. Autrement dit, donc, une relativisation importante de la gravité de la pandémie. On va voir ça ensemble. Alors voilà, donc je me base sur un article paru dans RTL Info, donc tout récent, je l'ai dit, en fait, donc le 2 août, voilà, c'est aujourd'hui tout simplement, et le titre c'est « Faut-il présenter les chiffres du Covid-19 autrement ?» point d'interrogation. L'ex-recteur de Liège veut évaluer la positivité. Alors, je vous lis de quoi il s'agit, parce que bon, sur l'image, on a un biais d'information. Depuis plusieurs mois, l'Institut de santé publique Sciences publie les chiffres permettant d'évaluer l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Au début de l'épidémie, un rapport quotidien était publié et faisait état du nombre de cas positifs d'admission à l'hôpital et de décès liés au Covid-19. En juin dernier, Sciences a décidé de publier les rapports axés sur l'évolution des tendances et non plus sur les chiffres journaliers. Cela permet de mieux objectiver l'évolution de l'épidémie indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers, avaient justifié des professionnels. Alors, comment comprendre les chiffres de la contamination, point d'interrogation, comment les interpréter, idem, comment les mettre en perspective. Certains voudraient que le nombre de cas positifs soit mis en relation avec le nombre de tests réalisés. Ben, c'est ce que je viens de dire en fait. Pour le centre de crise, les chiffres doivent être analysés globalement et depuis le début du mois de mars, plus de 1 216 000 tests ont été effectués. C'est-à-dire, en fait, ça représente grosso modo un dixième de la population. Au départ, on ne testait rien puisqu'on n'avait pas de tests, ou en tout cas, on en testait très peu, et donc forcément, on ne pouvait avoir que très peu de cas. Maintenant, si on a plus de 1 million de tests, il ne faut pas trop s'étonner, je pense, d'avoir plus de cas déclarés positifs. Évaluer plutôt la positivité. Ça, c'est un sous-titre donc de l'article en question, et je vous le lis également. Il faut que je me concentre parce que c'est écrit petit. Selon Bernard Rentier, ex-recteur de Liège, et tiens, c'est bizarre parce que ce fameux Bernard Rentier était ce monsieur qui avait dit que les masques, ou certains masques en tout cas, pouvaient ne pas être vraiment appropriés dans la lutte contre le virus, parce que les mailles étaient beaucoup trop grandes et donc ne permettaient pas de capter le virus. Bon, en réalité, on sait que malgré tout, les masques servent de barrière, une barrière qui n'est pas vraiment infranchissable, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, c'est à associer avec la distanciation sociale. Vous voyez que j'ai bien appris ma leçon. Mais bon, soit, revenons-en à ce que nous disait. Il est important, donc je continue ce que ce monsieur disait, donc Bernard Rentier, qui est virologue, si mes souvenirs sont bons, il est important de relativiser les chiffres de l'épidémie. Selon lui, il faut les interpréter autrement qu'en désignant le pourcentage d'augmentation des infections par rapport aux 7 précédents jours. Bernard Rentier prône la présentation des résultats en évaluant, la phrase est mal construite, le rapport de nombre de tests positifs par le nombre de tests réalisés. On parle ici de la positivité. Ça nous donnerait une bonne indication sur le nombre de gens positifs et non pas par rapport à la population totale, mais par rapport au nombre de personnes qui ont été testées. Dans une ville où l'on teste très très peu, on peut ainsi avoir très peu de cas. Au Luxembourg, on a testé énormément de gens et il y a eu des positifs, mais dans une proportion raisonnable. Et ça les a quand même mis dans l'orange. Tant que l'on continue à ne pas parler de pourcentage de positifs parmi les testés, on a un biais d'information, indique-t-il. L'ex-recteur estime qu'il faudrait également préciser la proportion des personnes asymptomatiques et symptomatiques légers. Voilà, bon, je pense que ça en dit long quant à la relativisation des chiffres. Malheureusement, évidemment, donc dans le commun des mortels, tout le monde n'est pas forcément capable de faire ce calcul ou même d'interpréter ce type d'article pour le mettre en rapport avec la situation réelle vis-à-vis de la pandémie. Et donc, ici l'ombre.
Le belge parle tout belge, le belge parle aussi au français et à tout le monde d'ailleurs, puisqu'on est quand même sur Internet. Et tout ça pour dire que donc d'un côté on a une pandémie qui est apparemment en résurgence, en augmentation, et donc avec des propos assez catastrophistes, assez sensationnels, et de l'autre des propos qui tendent à relativiser les choses. Et donc ça, ce serait quand même plus ou moins encourageant parce que donc ça tendrait à vouloir dire que bon, les choses sont peut-être pas aussi graves, peut-être pas aussi graves qu'on veut bien nous le dire. Avant de nous quitter, eh bien, je vais essayer, je dis bien essayer de vous présenter un reportage qui émane de Miniver 1984. Pourquoi 1984? Eh bien, rapport à George Orwell avec son célèbre 1984. Donc, il s'agit, bon, c'est un document en anglais, donc vous n'entendrez que la bande-son. Je vais faire la traduction avec vous. De manière très inconfortable de mon côté, c'est vrai, parce que je dois sauter d'un truc à l'autre. Ça va être un petit peu jongler avec le document en question. Donc, m'envoyez pas trop si c'est un petit peu décousu. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit donc, si vous voulez, c'est une scène dans laquelle on voit une scène de tribunal où M. Jordan interroge M. Antonio Fauci, qui est donc le responsable de la santé publique aux États-Unis. Et ce monsieur, en fait, ben, on le voit, il est quand même assez désemparé par rapport aux questions qui lui sont posées. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette espèce de disproportion entre, d'un côté, les manifestations violentes, d'ailleurs, du côté de Portland, où il y a un amas de personnes qui sont rassemblées, qui donc sont susceptibles de propager fortement le virus du Covid-19, et les mesures qui sont prises également, et donc au cours desquelles les gens, par exemple, ne peuvent pas satisfaire à leur droit de confession, leur liberté de religion en se rendant comme ils le veulent à l'église, le droit de pouvoir travailler aussi ou de se rendre à l'école, enfin bon, tout ce genre de choses. Voilà, donc ne m'en veuillez pas si c'est décousu, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter ça le plus correctement possible. Alors voilà, Monsieur Jordan, je vous remercie, Monsieur le Président. Dr Fauci, les protestations augmentent-elles la propagation du virus? Do protests increase the spread of the virus? I think I can make a general statement. Les manifestations augmentent-elles la propagation du virus? Je pense pouvoir faire une déclaration générale. Well, 500,000 protests. Un demi-million de manifestants rien que le 6 juin. Je demande simplement ce nombre de personnes si cela augmente la propagation du virus. On June 6th alone, Yeah. I'm just asking that number of No. people. Does it increase the spread of the virus? Se rassembler, en particulier lorsque vous ne portez pas de masque, contribue à la propagation du virus. Crowding together, particularly when you're not wearing a mask, contributes to the spread of the virus. Should we limit the Devrions-nous limiter les protestations? protesting? I'm not sure what you mean. How do we Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Comment ça, limiter les say protestations? limit the protesting? Should government limit the protesting? Le gouvernement devrait-il limiter les manifestations? I don't think that's relevant to. Well, Je ne you, pense pas que ce soit pertinent pour... Eh bien, vous venez de dire que si cela augmente la propagation du virus, je vous demande simplement, devrions-nous le limiter? just said if it increases the spread of the virus, I'm just asking, should we limit it? Well, I'm not in a position to determine what the Je ne suis pas en mesure de déterminer ce que le gouvernement peut faire avec force. government can do in a forceful way. Well, you make all kinds of Eh bien, vous faites toutes sortes de recommandations. Vous avez fait des commentaires sur les rencontres, sur le baseball et sur tout ce que vous pouvez imaginer. recommendations. You make comments on dating, on baseball, on everything you can imagine. I'm just asking. You just said Je vous demande simplement, vous venez de dire que les protestations ont augmenté la diffusion. protests increase the spread. I'm just asking, should we try Je vous demande simplement si nous devrions essayer de limiter les protestations. to limit the protests? No, I think I would leave Non, je pense que je laisserai cela à des personnes qui ont plus de pouvoir pour le faire. Je peux vous dire that to que people who have more of a position to do that. I can tell you Government stopped le gouvernement empêche les gens d'aller à l'église, Dr Fauci. people from going to church, Dr. Fauci. Yeah. Oui. Last week in the Calvary Chapel case, 5 La semaine dernière, dans l'affaire Calvary Chapel, 5 libéraux de la Cour suprême ont déclaré que le Nevada pouvait limiter les services religieux. liberals on the Supreme Court said it was okay for Nevada to limit church services. Justice Juge Gorsuch l'a dit le mieux.
Il a dit qu'il n'y a pas de monde dans lequel la Constitution autorise le Nevada à favoriser le Caesars Palace par rapport à la chapelle du Calvaire. First, it said it best. He said, there's no world in which the Constitution permits Nevada to favor Caesar's Palace over Calvary Chapel. I'm just asking, is there a world where the Constitution says... Je demande simplement s'il y a un monde où la Constitution dit que vous pouvez favoriser une liberté du premier amendement en protestant plutôt qu'une autre en pratiquant votre foi. You can favor one First Amendment liberty, protesting, over another, practicing your faith. I'm not favoring anybody. Je ne favorise personne par rapport à personne. Je fais juste une déclaration qui est une déclaration générale. Over anybody. I'm just making a statement that's a broad statement that avoid crowds of any type, no matter. Qui évite les foules de tout type où que vous soyez, car cela conduit à l'acquisition et à la transmission. Where you are, because that leads to the acquisition and transmission. And I don't judge one crowd versus. Et je ne juge pas une foule par rapport à une autre foule. Lorsque vous êtes dans une foule en particulier, si vous ne portez pas de masque, cela provoque la propagation. Another crowd. When you're in a crowd, particularly if you're not wearing a mask, that induces the spread. It's a simple question, Doc. C'est une question simple, docteur. Doit-on limiter les manifestations? Le gouvernement limite manifestement les gens à aller à l'église et Doctor, regardez. should we limit the protests? Government is obviously limiting people going to church. And look, I'm not Il n'y a pas de violence que je puisse voir à l'église. Je n'ai pas vu des gens pendant un service religieux sortir et blesser des policiers ou brûler des bâtiments. violence that I can see at church. I haven't seen people during a church service go out and harm police officers or burn buildings, but we know that, I mean, for 60... Mais nous savons que, je veux dire, depuis 63 jours, 9 semaines, cela se passe à Portland. 3 days, 9 weeks it's been happening in Portland. Right. Yeah. Well, one night in Chicago... Une nuit à Chicago, 49 officiers ont été blessés, mais pas de limite aux manifestations. Mais, boy, garçon, vous ne pouvez pas aller à l'église le dimanche. 49 officers were injured, but no limit to protest, but boy, you can't go to church on Sunday. I don't know how many times I can. Je ne sais pas combien de fois je peux répondre à cela. Je ne vais pas me prononcer sur quoi que ce soit. Je vais juste vous dire. Answer that. I'm not going to opine on limiting anything. I'm just going to tell you. You've opined on a lot. Vous avez exprimé votre opinion sur beaucoup de choses, Dr. Fauci. Oui, mais je n'ai jamais dit de limiter quoi que ce soit. Things, Dr. Fauci. Yeah, but I've never This said is something that directly impacts the spread C'est quelque chose qui a un impact direct sur la propagation du virus. Et je vous demande votre position sur la of the manifestation. virus, and I'm asking your position on the protest. Yeah, I'm not going to opine Eh on. bien, je ne vais pas me prononcer sur la limitation de quoi que ce soit. Je vous dis ce que c'est le danger. Limiting anything. I'm telling you what it is, the danger, and you can make your Et vous own. pouvez tirer votre propre conclusion à ce sujet. Vous devez rester à l'écart des foules, peu importe où se trouvent les foules. Conclusion about that. You should stay away from crowds, no matter where the crowds are. Le gouvernement a empêché les gens d'aller travailler. Government has stopped people from going to work. In fact, just in New Jersey, 4 En days fait, il y a 4 jours à peine, dans le New Jersey, Ian Smith et Frank Trumpetti ont été arrêtés. ago, Ian Smith, Frank Trombetta were arrested for opening up the Pour s'être ouverts, pour avoir tenté de faire fonctionner leur entreprise, leur salle de sport, ils ont été arrêtés. trying to operate their business, their gym. They were arrested. But my bet is Mais mon pari est que si ces deux personnes qui possédaient cette salle de sport étaient à l'extérieur, juste devant leur salle de sport, these two individuals who own this gym were outside just in front of their gym, and all the people who were working et out que there, toutes les personnes qui s'entraînent dans leur salle de sport protestaient à l'extérieur, elles allaient très bien. gym were outside protesting. They'd been just fine, but because they were in the gym working Mais parce qu'elles travaillaient dans la salle de sport, dehors, gérant leur entreprise, ils ont été arrêtés. Vous pensez que ça va? out, actually running their business, they got arrested. You think that's okay? You know, I'm not going to opine on who gets arrested and Je ne vais pas me prononcer sur ce qui est arrêté et qui ne l'est pas. who does not. I mean, you get where I'm. Je veux dire, vous avez compris où je vais. Je vous le dis en tant que responsable de la santé publique, je dis que les foules, Going, I'm telling you, as a public health official, I say Do crowds. you see the inconsistency, mais vous voyez l'incohérence, Dr. Fauci. though, Dr. Fauci? There's no inconsistency, Congressman. Il n'y a pas There's no d'incohérence. so you're allowed to Quoi, protest. vous êtes donc autorisé à protester contre des millions de personnes en une seule journée, dans la foule, en criant, en hurlant? As millions of people on one day in crowds yelling, screaming, but you try to run your business Mais si vous essayez de diriger votre entreprise, vous êtes arrêté.
you get arrested. And if you stood right outside of that same Et business si vous êtes juste en dehors de cette même entreprise et protestiez, vous ne seriez pas arrêté? Vous ne voyez pas là une incohérence? and protested, you wouldn't get arrested? You don't see an inconsistency there? I don't understand what you're asking. Je ne comprends pas ce que vous me demandez en tant que responsable de la santé publique pour savoir qui doit être arrêté ou non. Me as a public health official to opine on who should get arrested or not. That's not my Ce n'est position. pas ma position, vous pouvez me demander autant que vous voulez et je ne vais pas vous répondre. You can No, ask me as much as you you've want, advocated for but I'm certain not gonna businesses. answer it. You've advocated for Vous avez plaidé en faveur de certaines entreprises, vous avez plaidé pour la fermeture de certaines entreprises. Je vous demande juste votre position sur la protestation. certain businesses to be shut down. I'm just asking you on your position on the protest. I mean, I haven't seen one. Je n'en ai pas vu. Nous avons beaucoup entendu parler des salons de coiffure. We've heard a lot about hair salons. I haven't seen one Je hairstylist n'ai pas vu un seul coiffeur qui, entre deux coupes de cheveux, attaque la police ou met le feu à quelque chose. who, between haircuts, goes out and attacks police or sets something on fire. But we've seen all kinds of that stuff during Mais nous avons vu toutes sortes de ces choses lors des manifestations. protests, and we know the protests actually Et nous savons que les manifestations augmentent en fait la propagation du virus. Vous l'avez dit. increase the spread of the virus. You've said that. I said crowds. J'ai dit des foules, je n'ai pas dit spécifiquement, je n'ai pas dit que les manifestations faisaient quoi que ce I soit. didn't say specifically. I didn't say protests do anything. So the protests don't Les manifestations n'augmentent donc pas la propagation des virus. increase the spread of the I virus. didn't say that. You're putting Je words n'ai pas dit cela, vous mettez des mots dans ma bouche. in my mouth. No, I would. Je veux juste une réponse à la question. Les manifestations augmentent-elles la propagation du virus? I just want an answer to the question: do the protests increase the spread of the virus? I don't have any scientific Je evidence. n'ai aucune preuve scientifique que tout ce que je peux vous dire, c'est que les foules sont connues, surtout quand vous n'avez pas de masque. Everything I can tell you that crowds are known, particularly when you don't have a mask, to increase the Pour acquisition augmenter l'acquisition et la transmission, quelle que soit la foule. and transmission. No matter So what you the don't have a crowd is. position on whether Vous the n'avez donc pas de position sur la question de savoir si les manifestations ont accru la propagation du virus ou si elles ne l'ont pas accru. protests increase the spread of the virus or don't increase the spread of the virus. I'm saying that Je dis que les foules, où qu'elles soient, crowds, wherever the crowds are, can give you an peut vous donner une probabilité accrue qui va être l'acquisition et la transmission. probability that there's going to be acquisition and transmission. But do you understand Mais Americans' comprenez-vous l'inquiétude des Américains? concern? Protesting, particularly according to the Democrats, Protester en particulier selon les démocrates, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas aller travailler. Tu ne peux pas aller à l'école, vous ne pouvez pas aller à l'église. is just fine, but you can't go to work, you can't go to school, you can't go to church. There's limits placed on Il y a des all limites à three ces of trois those activités fondamentales, les activités du premier amendement, mais protester est très bien. fundamental activities, First Amendment activities, but protesting is just fine. You know, Le temps de parole de monsieur est écoulé et ainsi se termine donc le reportage. Vous voyez donc qu'il y a des mouvements, qu'il y a des contestations, qu'il y a des choses qui se passent, tout ne reste pas en l'état et donc on peut se trouver encouragé par ce reportage. Donc vous voyez que les choses bougent et que bon, selon certains médias par exemple, eh bien il y aurait eu une manifestation à Berlin, ce qui est absolument exact d'ailleurs. Et quand on regarde dans la newsletter de RTL Info, l'un des premiers titres que l'on pouvait lire, c'était donc 10 000 manifestants à Berlin. Et puis quand on ouvre le lien, on se rend compte qu'en réalité, on parle de 20 000, ce qui est déjà différent. Mais vous connaissez le principe, hein, donc c'est toujours 200 selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Bon, tout ça simplement pour dire qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, les choses ne restent pas dans l'état et on peut se trouver encouragé. Par cet état de choses qui est donc plus ou moins positif, le changement dans la société, l'intervention de certaines autorités à gauche et à droite. Voilà, donc, gardez courage. Pom 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 pom, ici l'ombre. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses et comptez sur moi pour ne pas lâcher le morceau. Salut!